Le tumulte s'est enfin tu. Saint-Tropez, cette ville, qui ne vit que par les excès de lumière et de bruit, semble avoir été enveloppée d'une chape de plomb depuis la veille. Il est tôt ce matin, et une brume saline froide et pénétrante monte de la baie des Canoubiers pour lécher les murs de pierre sèche de la propriété la plus célèbre de France. Devant le grand portail de bois patiné par les embruns, une silhouette solitaire se tient immobile, le col de son manteau relevé contre le vent d'hiver. C'est Nicolas. Pour la première fois depuis des décennies, il ne se tient pas là en visiteur toléré, ni en invité de passage entre deux avions pour la Norvège. Il se tient là en fils, mais un fils face à un vide vertigineux. La veille encore, ce lieu était le centre du monde. Les caméras du monde entier étaient braquées sur ces murs, les fans déposaient des montagnes de fleurs, et les chants liturgiques résonnaient dans les ruelles. Aujourd'hui, il ne reste que le silence. Un silence physique lourd, presque agressif. C'est le silence d'une forteresse dont le commandant a déserté le poste. La Madrague sans Brigitte Bardot ressemble à un navire fantôme échoué sur le sable. Nicolas sort une clé de sa poche. Ce morceau de métal froid pèse une tonne dans sa main. Il hésite. Franchir ce seuil, c'est accepter la réalité brutale du 28 décembre. C'est admettre que la gardienne du temple n'est plus derrière ses murs pour aboyer ses ordres ou rire de sa voix rocailleuse. Il regarde le panneau « Attention chien méchant » délavé par le soleil, vestige d'une époque où elle mordait plus fort que ses bêtes. Il prend une profonde inspiration, mélange d'iode et de résine de pin et insère la clé. Le mécanisme grippé par le sel résiste un instant avant de céder dans un claquement sec qui résonne comme un coup de feu dans le calme matinal. Il pousse le lourd battant. Il entre. Passé le seuil. Nicolas pénètre dans ce qui fut le jardin d'Éden de sa mère, mais qui ressemble ce matin à un paradis perdu. La végétation d'habitude si exubérante et joyeuse semble s'être figée dans une torpeur grise. Les herbes folles qu'elle refusait obstinément de couper courbent se léchinent sous le poids de la rosée. L'odeur du mimosa, ce parfum sucré qui collait à la peau de Brigitte, flotte encore dans l'air, mais il a tourné à l'aigre comme une fleur coupée, oubliée dans un vase. Mais le plus déchirant, ce n'est pas la flore, c'est la faune. Au détour d'un massif de lauriers roses, Nicolas croise les regards de ceux qui restent. Ils sont là les orphelins à quatre pattes. Quelques chiens, les privilégiés qui avaient le droit de citer près de la maison, sont couchés à même la terre battue. Ils ne jappent pas à l'approche de l'intrus. Ils lèvent à peine la tête. Leurs yeux sont voilés d'une incompréhension tragique. Depuis plus de 2 semaines, ils attendent. Ils guettent le bruit caractéristique de sa béquille sur les dalles, le son de sa voix qui les appelait pour la gamelle. Un vieux chat noir borgne trône sur le banc en teck où elle passait ses après-midi à regarder la mer. Il semble monter une garde dérisoire et éternelle. Nicolas sent sa gorge se nouer. Il réalise l'ampleur du désastre affectif. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des membres d'une famille décapitée. Ils errent dans ce domaine clos comme des âmes en peine cherchant une odeur qui s'estompe jour après jour. En traversant ce jardin silencieux, le fils de la star se sent tout petit, écrasé par la fidélité absolue de ses bêtes, qui l'observent passer sans haine mais avec une tristesse infinie comme s'il savait déjà qu'il ne pourrait jamais la remplacer. Nicolas pousse la porte d'entrée de la bâtisse principale. L'air à l'intérieur est confiné, immobile, chargé de cette odeur indescriptible des vieilles maisons de bord de mer, un mélange de cire d'abeilles, de bois séché, de poils de chien et d'une trace infime de fumée, de cigarettes froides. Il traverse le grand salon, cette pièce mythique, aux tommettes rouges, usée par le passage de tant de pieds nus célèbres. Les volets sont mi-clos, laissant filtrer des raies de lumière poussiéreuse qui dansent dans la pénombre comme des spectres. Les canapés recouverts de tissus provençaux fanés semblent attendre des invités qui ne viendront plus. Mais Nicolas ne s'attarde pas. Il a un rendez-vous précis. Un rendez-vous avec le cœur du réacteur. Il se dirige vers le couloir qui mène à la chambre du rez-de-chaussée. C'est là qu'elle vivait recluse ces dernières années, ses jambes ne lui permettant plus de gravir les étages. Il s'arrête devant la porte en bois peint, la peinture écaillée par endroits. Sa main tremble légèrement avant de se poser sur la poignée de porcelaine froide. Il a le sentiment d'être un profanateur, un intrus s'apprêtant à violer un sanctuaire interdit. De son vivant, cette chambre était son royaume absolu, sa tanière, un lieu où peu d'humains étaient admis. Y entrer maintenant sans y avoir été invité lui semble presque sacrilège. Il tourne la poignée. La porte s'ouvre sans un grincement comme si elle l'attendait. Le choc est immédiat. Ce n'est pas la chambre d'une star internationale. Ce n'est pas un boudoir de cinéma.
C'est la chambre d'une vieille dame petite, encombrée presque monacale dans sa simplicité. Le lit, un simple lit de bois, trône au milieu de la pièce face à la fenêtre qui donne sur la mer. C'est ici que tout s'est arrêté. Les draps ont été changés, tirés au cordeau d'une blancheur immaculée qui contraste avec le désordre organisé du reste de la pièce. Le temps s'est figé ici, le 28 décembre à midi. Sur la commode, une horloge s'est arrêtée, faute d'avoir été remontée. Partout, c'est une accumulation d'une vie. Des piles de livres écornés s'élèvent comme des tours instables des ouvrages sur la cause animale, des biographies historiques, des romans policiers. Sur les murs, pas d'affiches de films, pas de miroir renvoyant sa propre image. Non, les murs sont tapissés d'icônes, des photos de chiens disparus, des images de la Vierge Marie, des croix de bois et des dessins d'enfants envoyés par des admirateurs. C'est un capharnaüm mystique et païen. Nicolas avance à pas de loup sur le tapis. Le silence ici est différent de celui du jardin. Il est dense. On entendrait presque encore l'écho d'une respiration difficile, le bruissement d'une page tournée. Il s'approche de la fenêtre. À travers la vitre, la Méditerranée scintille indifférente au drame. C'était sa dernière vue. C'était son dernier horizon. Nicolas se sent écrasé par l'intimité de ce lieu. Il réalise soudain à quel point l'univers de sa mère s'était rétréci pour ne tenir que dans ces quelques mètres carrés. C'était ici son monde, loin des tapis rouges, loin des polémiques. Juste un lit, des livres, la mer et cette solitude choisie qu'il respire maintenant à plein poumon, essayant de comprendre qui était vraiment la femme qui dormait là. Il se tourne vers la table de nuit, le seul endroit qu'il n'a pas encore osé regarder. Nicolas s'approche de la table de nuit, ce petit meuble de chevet en bois verni, écaillé par le temps, qui fut le témoin silencieux de tant d'insomnie. C'est l'autel le plus intime d'une vie. Dessus, le désordre est poignant de banalité humaine, une paire de lunettes de lecture aux verres épais, un tube de crème pour les mains à moitié vide, un verre d'eau où une bulle d'air est restée prisonnière depuis 2 semaines et un chapelet en bois d'olivier usé par les doigts. C'est là, dans ce périmètre restreint, que se jouait la véritable vie de Brigitte Bardot, une fois les lumières éteintes. Le cœur battant, Nicolas pose sa main sur la poignée du tiroir. Il a l'impression de violer un secret d'État. Que va-t-il trouver ? Des ordonnances, des lettres de fans, des photos de ses chiens préférés. Il tire doucement. Le tiroir coulisse avec un frottement de bois sec. À l'intérieur, il n'y a pas de bijoux, pas d'argent. Il y a un fatras d'objets hétéroclites, des coupures de presse jaunies sur les bébés phoques, des médailles de sainteté et un vieux carnet à la couverture de cuir rouge. Mais ce qui attire l'œil de Nicolas, c'est ce qui se trouve tout au fond caché sous une Bible. C'est une enveloppe en papier kraft simple sans adresse. Elle semble avoir été manipulée 1000 fois. Le papier est fatigué, les coins sont cornés. Nicolas la saisit. Elle est légère. Il l'ouvre et en sort le contenu. Ce n'est pas une lettre, c'est une photographie. Et en la découvrant, le souffle lui manque comme si on venait de le frapper au plexus. Ce n'est pas une photo de lui bébé, cette image iconique et douloureuse du chou qu'elle avait rejeté dans ses mémoires. Non, c'est une photo Polaroid prise il y a peut-être 20 ans. On y voit Nicolas adulte souriant timidement debout dans la neige à Oslo, tenant la main de ses 2 propres filles, Anna et Théa, alors toutes petites. Il se souvient de ce cliché. Il l'avait glissé dans une lettre de vœux un jour de janvier, sans trop y croire, une bouteille à la mer lancée vers cette mer lointaine. Il n'avait jamais reçu de réponse. Il pensait qu'elle l'avait jetée brûlée ou simplement ignorée comme tant d'autres tentatives de rapprochement. Or, la photo est là. Elle est là dans le tiroir de chevet, à portée de main du lit. Et en l'observant de plus près sous la lumière tamisée, Nicolas remarque un détail qui le foudroie. Le vernis de la photo est usé à un endroit précis. Sur le visage des petites filles, sur son visage à lui, c'est la trace d'un pouce. La trace de quelqu'un qui a tenu cette image soir après soir, qui l'a caressée, qui s'y est accroché comme à une bouée de sauvetage. Il retourne la photo. Au dos d'une écriture tremblée, presque illisible, celle de la vieillesse et de l'arthrose, 3 mots sont inscrits au stylo bille bleu, mais petit loin. Pas de signature. Juste ce constat, mélange de tendresse et de regret infini. Nicolas s'effondre intérieurement. Ainsi, elle ne l'avait pas oublié. Elle ne l'avait pas rejeté. Dans le secret de cette chambre forteresse, la femme qui prétendait préférer les animaux aux humains berçait chaque soir l'image de son fils et de ses petites filles.
C'était son amour invisible, un amour mutilé, incapable de s'exprimer au grand jour, mais un amour qui avait survécu caché comme un trésor honteux au fond d'un tiroir. Cette découverte change tout. Elle ne rachète pas l'absence, mais elle lui donne un sens. Elle prouve qu'il existait ici, dans ce sanctuaire, bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Nicolas referme doucement le tiroir. Le clic du bois contre le bois sonne comme la fin d'un chapitre. Il garde cette image rétinienne gravée en lui, la photo, le pouce, l'écriture tremblée, mais il laisse l'objet à sa place. C'est un secret entre elle et elle-même, une preuve d'amour qu'il n'a pas le droit d'emporter. Il se redresse et se tourne vers la fenêtre, contemplant l'étendue du domaine qui s'offre à son regard. C'est là que le deuxième vertige le saisit. Après le vertige intime de la filiation retrouvée, voici le vertige écrasant de l'héritage matériel et symbolique. Que va devenir la madrague? La question flotte dans l'air vicié de la chambre lourde et menaçante. Dehors, le monde s'agite déjà. Nicolas sait que les promoteurs immobiliers, les milliardaires russes ou américains, et même l'État français, ont tous les yeux rivés sur ces quelques hectares de paradis tropézien. Il imagine les scénarios et chacun lui donne la nausée. Il voit les vautours encercler la proie. Il imagine la villa transformée en hôtel de luxe où des influenceuses viendraient prendre des selfies dans la chambre de sa mère, piétinant la mémoire d'une femme qui ne cherchait que le silence. Il imagine pire encore un musée. Un Graceland à la française, avec des files d'attente de touristes en short, mangeant des glaces, achetant des porte-clés Bibi à la boutique souvenir installée dans l'ancien garage. Il entend déjà le bruit des audioguides profaner le chant des cigales. Brigitte aurait haï cela de toutes ses forces. Elle qui avait élevé ses murs de bambou pour se cacher du monde, elle qui avait fait de cette maison une forteresse imprenable contre la vulgarité de l'époque, ne supporterait pas de la voir devenir une attraction foraine. La madrague n'était pas un palais de stars, c'était un sanctuaire. C'était une arche de Noé, échouée volontairement loin des hommes. Nicolas sent le poids de cette responsabilité, même s'il sait que juridiquement la fondation a son mot à dire. Mais moralement, c'est lui, le fils, qui porte le fardeau de la décision ultime devant l'opinion publique. Faut-il vendre pour tourner la page? Faut-il conserver pour honorer? En regardant les murs décrépits, la peinture qui s'écaille, les tuiles moussues, il comprend une chose essentielle. Cette maison est vivante. Elle est imprégnée de l'âme de sa mère. Chaque pierre, chaque arbre a été témoin de ses colères, de ses chagrins, de ses combats. Vendre la madrague, ce serait vendre Brigitte Bardot. Ce serait dépecer le mythe pour en faire de la monnaie. Une certitude s'impose à lui froide et limpide. La madrague ne doit appartenir à personne. Elle ne doit pas être habitée par des humains. Elle est et doit rester le territoire des bêtes. Il imagine la maison se refermant sur elle-même, volet clos pour l'éternité, devenant doucement une ruine magnifique, envahie par les ronces et les lauriers, un palais de la belle au bois dormant, où seuls les chats errants et les goélands auraient droit de citer. C'est la seule fin digne. Il caresse le montant de la fenêtre. Il ne revendiquera pas ce lieu. Il ne se battra pas pour y habiter. Il n'y a pas de place pour lui ici, non pas parce qu'il est rejeté, mais parce que la maison est déjà pleine. Elle est pleine de l'absence de sa mère. Vouloir y vivre, ce serait cohabiter avec un fantôme trop puissant. La madrague est un mausolée, pas une résidence secondaire. Il faut avoir le courage de la laisser mourir doucement au rythme des saisons protégées par la fondation comme une vieille reine qu'on laisse s'endormir sans la déranger. Nicolas traverse une dernière fois le grand salon aux tommettes rouges. Ses pas ne résonnent plus de la même manière qu'à l'arrivée. Il y a 1 heure, c'étaient les pas hésitants d'un fils prodigue entrant en territoire ennemi. Maintenant, ce sont les pas assurés d'un homme qui a trouvé ce qu'il était venu chercher. Il ne regarde plus les photos au mur ni les meubles fanés. Il n'a plus besoin de scruter les ombres pour y chercher des reproches. Il transporte avec lui, blotti au creux de sa mémoire, l'image de ce Polaroid caché au fond du tiroir. C'est un talisman invisible qui le protège désormais de tout des rumeurs du passé et de la douleur de l'absence. Il arrive devant la lourde porte d'entrée. Il saisit la poignée, ce contact froid qui marque la frontière entre le sanctuaire de sa mère et le reste du monde. Il ouvre sort sur le perron et se retourne une dernière fois vers l'intérieur de la maison. Il ne dit pas adieu au mur. Il murmure un simple « merci ». Merci d'avoir gardé le secret. Merci d'avoir été son refuge quand il ne pouvait pas l'être. Il tire le battant. Le bruit de la serrure qui s'enclenche est définitif.
C'est le son d'une page qui se tourne non seulement pour lui, mais pour l'histoire du cinéma, pour l'histoire de la France. La madrague est refermée. Sur le perron, il tient la clé dans sa paume, ce petit bout de métal qui vaut des millions, qui ouvre les portes d'un mythe. Il pourrait la garder, il pourrait la mettre dans sa poche, la revendiquer, la brandir devant les notaires. Mais il fait un autre choix. Il se penche et la glisse dans la boîte aux lettres en bois flottées, à l'attention des gardiens de la fondation qui viendront demain nourrir les bêtes. Ce geste est sa signature. Il renonce aux clés du royaume matériel pour garder les clés du royaume affectif. Il ne sera pas le châtelain de la madrague. Il laisse ce rôle aux fantômes et aux légendes. Il redescend l'allée du jardin. Les chiens sont toujours là, couchés sous les lauriers. En passant près d'eux, Nicolas ralentit. Il ne cherche pas à les caresser, il respecte leur deuil sauvage. Il les regarde avec une nouvelle fraternité. Veillez sur elles, semble-t-il leur dire silencieusement. Ils sont les véritables héritiers de ces lieux. Ils sont les gardiens du temple. Le vieux chat borgne le suit du regard jusqu'au portail, comme pour s'assurer que l'intrus a bien compris la leçon. Ici, c'est le territoire du cœur, pas celui des hommes. Nicolas franchit le grand portail de bois. En remettant le pied sur le chemin de terre extérieur, il est saisi par le contraste. Dehors, le vent a chassé la brume. Le soleil d'hiver perce enfin, illuminant la baie des Canoubiers d'une lumière crue vivante. Il respire à plein poumon l'air salin. Il se sent incroyablement léger. Le poids écrasant d'être le fils de Brigitte Bardot, ce fardeau qu'il a traîné comme une croix depuis sa naissance, s'est volatilisé. Il n'est plus le fils abandonné. Il est le fils qui a vu la photo dans le tiroir. Il est le fils qui sait. Il remonte le col de son manteau et se dirige vers la voiture qui l'attend plus haut. Il ne se retourne pas. Il n'a pas besoin de voir la maison disparaître derrière les bambous. Il sait qu'elle restera la immuable forteresse de solitude face à la mer. Il repart vers le nord, vers sa femme, vers ses filles, vers sa propre vie qui l'attend vibrante et chaude. Il laisse derrière lui une maison orpheline, mais lui, pour la première fois de sa vie, ne l'est plus tout à fait. Il emporte avec lui une paix souveraine, la certitude absolue qu'au milieu du chaos d'une vie de star, un fil d'or n'avait jamais été rompu. La madrague peut retourner au silence. Le fils est libre.